Donc, j'appelle Valérie Vacchieni. Donc, vous êtes depuis 2018 directrice du projet de restauration de la Tour Perret au sein de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement de la ville de Grenoble. Alors, vous évoquerez la gouvernance du projet, évidemment, le rôle du maître d'ouvrage, la singularité de ce projet par rapport à d'autres que vous avez connus. Et puis aussi, on a évoqué ensemble le travail effectué pour une réappropriation du monument délaissé, fermé depuis 60 ans, vous le rappeliez, à la visite et oublié par les Grenoblois. Alors, bon courage. Donc, je vais aborder le projet sous l'angle de la maîtrise d'ouvrage. Et tout d'abord, comment on ne serait pas tous réunis aujourd'hui ici s'il n'y avait pas eu une décision politique en 2016 d'acter la restauration de la Tour Perret en vue de la réouverture au public. C'est important parce que pour démarrer un projet, on a besoin d'un go politique. Du coup, ce projet, je vais vous raconter les coulisses en fait de la conduite du projet d'un point de vue pour la maîtrise d'ouvrage. Donc du coup, c'est un projet singulier. Alors il y a beaucoup de projets singuliers, mais celui-là, il est singulier pour la ville parce qu'il y a différentes dimensions en fait à intégrer qu'il nous a fallu appréhender. Je vous dirai un mot sur la vision politique qu'il a fallu transformer dans cette conduite de projet. Et puis les enseignements que l'on tire en fait aujourd'hui de cette conduite de projet, et notamment les facteurs de réussite qu'on a envie de partager avec vous. Donc, je ne sais pas du coup si c'est moi qui passe les diapos ou si c'est en régie. J'ose oser toucher la zap-up. Ça a l'air de fonctionner, parfait. Donc, un projet particulier singulier parce qu'il y a différentes dimensions intégrées. Tout d'abord, une dimension de son histoire. L'histoire de la Tour Perret, c'est l'histoire d'une exposition internationale dédiée à la houille blanche, l'hydroélectricité et au tourisme à Grenoble en 1925. L'idée des élites politiques, intellectuelles et économiques, en fait, c'est de faire rayonner le territoire au niveau national sur leurs richesses. Donc, hydroélectricité et tourisme qui sont porteuses, en fait, de développement économique pour la ville. Pour le maire Paul Mistral, fraîchement élu en 1919, c'est une façon aussi d'embarquer le territoire dans la modernité. Modernité qu'on retrouve dans l'exposition puisque la majorité des pavillons sont construits en fait avec ce nouveau matériau qui est le béton armé qui est censé révolutionner l'acte de construire au XXe siècle. Et c'est aussi une stratégie de développement urbain puisque l'exposition est l'occasion en fait pour la municipalité d'acquérir les terrains de manœuvre militaires pour pouvoir et du coup obtenir l'arasement des remparts qui enserrent la ville et de dresser une première phase d'expansion de la ville. Donc cette histoire en fait, elle est importante, elle est complètement inhérente à ce projet et c'est une dimension qu'il faut que l'on embrasse. Voilà la porte monumentale de cette exposition qui n'est pas sans rappeler la Tour Perret elle-même, avec les guirlandes de lumière, 40 000 ampoules qui éclairent cette exposition, mise en valeur de l'hydroélectricité. Et c'est un succès puisque Grenoble compte 89 000 habitants à l'époque, mais il y a 1 million de visiteurs qui viennent visiter cette exposition en à peine 5 mois. Deuxième dimension, vous en avez parlé, un bon nombre des intervenants vont parler, donc c'est une architecture audacieuse d'un architecte de renom. C'est la tour restaurée, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir la visiter hier, voilà ce qu'elle est aujourd'hui, à quelques semaines en fait de la réception des travaux, côté intérieur et côté extérieur. Et puis, il y a donc travailler sur une architecture audacieuse, un monument classé, monument historique, ça nécessite en fait d'adosser des compétences particulières. Une autre compétence à adosser, enfin un autre sujet, une autre dimension à adosser, c'est la question, une question technique, qui est la difficile question de la restauration des bétons armés au moment où on démarre le chantier. Vous voyez l'état de la tour et notamment les armatures des piliers principaux qui sont à nu. Question technique qui est d'autant plus importante qu'en 1952, la tour fait l'objet de réparations qui ne vont pas s'avérer pérennes, puisqu'en 1987, il y a des purges de béton qui sont les purges des réparations qui ont été faites en 1952, ce qui place donc
pour le maître d'ouvrage, la question de la pérennité de la restauration au cœur du projet. Et puis, il y a la dimension d'accueil du public. La tour, c'est un belvédère pour regarder les montagnes, comme l'a écrit Auguste Perret dans une marge de ses plans. Donc, elle fonctionne jusque dans les années 60 en tant que belvédère d'observation des paysages. Et pour les Grenoblois qui sont dans la salle, vous pouvez voir l'importance mutation qu'il y a eu des paysages, puisque ça, c'est la vue au sud. Donc, une plaine plutôt agricole qui aujourd'hui est complètement urbanisée. Une autre dimension, eh bien, la tour Perret, elle est plutôt connue des Grenoblois comme étant un repère familier du quotidien, et très peu en connaissent l'histoire. C'est ce que révèle une étude sociologique que la ville elle fait en 2017 et 2018. Donc il y a un enjeu en fait pour faire reconnaître l'histoire de cette tour et son importance. Avant sa restauration, elle vit. Il y a une approche sociale très importante puisqu'elle est au cœur d'un parc Paul Mistral qui est très apprécié des Grenoblois pour ses valeurs à la fois sociales et environnementales. Elle la domine et c'est un lieu de rassemblement festif organisé ou non organisé de toutes les tranches de la population de Grenoble. C'est un facteur identitaire fort. Elle est fermée depuis plus de 60 ans, mais quand bien même, chaque fois qu'il y a des affiches à Grenoble, eh bien, la tour Perret est souvent une silhouette marqueuse de ces documents. Et plus récemment, le livre qui décrit de façon humoristique les caractéristiques des Grenoblois s'en empare également. À la veille de sa restauration, et effectivement, fermée à la visite, il y a des espèces protégées en fait, qui l'occupent, dont il va falloir considérer. Et là, je ne peux plus passer ma diapositive suivante. Mais je pense que ça me permet de faire une bonne transition parce qu'en fait, je pense que voilà, toutes ces diapositives avant eh bien, montrent les différentes facettes en fait, dont il faut s'emparer et qui vont du coup eh bien, impacter de façon importante les compétences qu'on va adosser au sein de la maîtrise d'ouvrage. Alors pour démarrer un projet, bien sûr, eh bien, il faut une vision politique. Et la vision politique, elle s'exprime, alors j'y suis pas encore, il faut une maturation de la décision politique. Et ça, c'est important parce que elle n'apparaît pas comme ça, la décision politique. Il y a tout un travail qui est important, qui se passe à la fois au niveau des services de la ville, qui entreprennent en fait à partir des années 96 un certain nombre d'études. Donc Bernard Quesnay va parler tout à l'heure, en fait, beaucoup d'études sur les bétons, en fait, qui commencent à interroger la fragilité de la tour. On ne sait pas bien comment prendre en compte ce sujet-là. Des corpus d'études aussi préalables à la restauration, commandés par la DRAC, qui est maître d'ouvrage à l'époque de l'édifice en 2005, donc signé par Alain Tillier, ACMH, puis complété par Benjamin Mouton, ici présent en 2012, qui commence à préfigurer en fait comment on pourrait imaginer une restauration, avec quelles techniques et aborder aussi les questions financières. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des services de la ville en lien avec la DRAC. Il se passe aussi quelque chose qui est tout aussi important, en fait. C'est les associations patrimoniales et des associations d'habitants qui se saisissent en fait, de ce sujet, qui ont compris l'importance en fait, de la tour pour notamment son importance d'un point de vue de l'architecture et ce qu'elle représente au niveau national et qui contribuent en fait, dans les années 90, premièrement, à aboutir au classement de la tour en 98 comme monument historique. Et une fois que le classement est acquis, qui travaille en fait pour sensibiliser élus et citoyens son importance et pour aboutir à la restauration de la tour. Et l'ensemble des associations patrimoniales en fait s'associent dans les années 2013-2014 en une association dédiée uniquement à l'objet qui s'appelle Ensemble pour la tour Perret, qui va faire, on va dire, du lobbying auprès des candidats à l'élection municipale de 2014 en fait pour inscrire la tour Perret dans leur programme politique. Et puis, il y a un architecte, docteur en histoire de l'art, qui est ici présent, qui est Cédric Avenier, qui publie un livre en 2013-2014, L'Ordre du béton, qui est un livre fort documenté, en fait, qui contribue
à une prise de conscience en fait que la tour, elle est pas uniquement importante en fait pour les Grenoblois qui en reconnaissent son importance, mais aussi qui est importante au niveau national. Je pense qu'on atteint une maturité qui fait que la délibération de 2016, de novembre 2016, intervient pour acter justement la décision de restaurer. À l'époque, on parle d'une durée de 5 ans pour réouvrir la tour. On verra il nous en aura fallu le double, puisqu'elle va réouvrir ses portes en juillet, donc 10 ans de travail. Pour mettre en œuvre en fait, la gouvernance du projet, eh bien, il faut une commande politique et une commande qui soit claire parce que de cette commande politique va dépendre la bonne compréhension de la vision des élus par les services. Cette vision politique, elle est exprimée très clairement par le maire de Grenoble qui pilote ce projet avant tout. C'est révéler l'histoire de la ville à travers ce qu'est la tour. Peu de Grenoblois connaissent en fait l'histoire du début du XXe siècle, cette volonté de faire rentrer le territoire dans la modernité, cette exposition qui a permis l'expansion urbaine, la construction de la tour et du parc Paul Mistral qui en sont les deux vestiges. Et c'est important en fait d'en porter connaissance au public. Il y a une vision, l'approche elle est avant tout sociale en fait. Et pour le citer, c'est une tour populaire qui est attendue dans un parc populaire. Donc, c'est avant tout redonner la tour aux Grenoblois pour qu'ils puissent s'en saisir et la vivre en fait comme un bien commun, c'est-à-dire un bien partagé à l'échelle du territoire. La dimension de transmission, elle est aussi importante. Alors, on en est un exemple, la transmission des savoirs acquis au sein de ce travail, mais transmission aussi auprès du grand public avec une mention particulière pour le jeune public. Et vous verrez, c'est la raison pour laquelle on a eu notamment avec le CAUE, un gros travail de sensibilisation du jeune public. La gouvernance, la voilà. Alors, de façon assez classique, on a bien évidemment le pilotage par les élus, un comité de pilotage politique qui est transversal avec un élu, une élue d'abord, puis un élu, qui sont tous les deux présents aujourd'hui et que je salue, qui vont donner l'impulsion à ce projet et qui vont animer un comité de pilotage en regroupant autour d'eux en fait, les compétences des élus utiles, le patrimoine, les finances, l'aménagement des espaces publics puisqu'on est dans un parc et la culture. Bien sûr, l'importance de ce projet et la nécessité en fait, d'y adosser des compétences externes, notamment des financements, fait que sous l'égide du maire, il y a un comité de pilotage partenarial qui réunit l'État, la DRAC notamment, le département de l'Isère, mais aussi l'école d'architecture et son laboratoire architecture, environnement et culture constructive qui va asseoir la démarche scientifique du projet, et le CAUE qui va du coup piloter tout le travail de mobilisation du jeune public autour du projet. Et la Fondation du patrimoine qui est, puisqu'on a une opération de mécénat qui est adossée à ce projet. Au centre, on a l'équipe projet, du coup, que j'ai eu la chance de piloter, mettre en place et piloter depuis 2018, qui, de la même façon que le comité de pilotage politique, adosse les compétences qui sont utiles. Les compétences à la ville de Grenoble, elles existent. D'abord, les compétences d'architecture du patrimoine, qui connaissent en fait les méthodologies et la déontologie d'approche sur ce type de bâtiment. C'est très précieux. La valorisation patrimoniale aussi, c'est-à-dire toutes les interfaces que l'on a à conduire en fait, pour révéler ce bâtiment. Les compétences liées à la culture, c'est-à-dire la scénographie du futur parcours de visite, la muséographie, l'aménagement. On est dans un parc public, ce qui est une véritable difficulté, c'est-à-dire qu'on va devoir faire coexister deux types de publics une fois que la tour sera réouverte. Les publics qui vont venir visiter la tour, d'ailleurs, et les Grenoblois qui utilisent le parc au quotidien. Comment faire en sorte en fait que la tour, qui est aujourd'hui plus du tout raccordée d'un point de vue de la structure paysagère au parc, le soit, et que cet aménagement paysager fasse comprendre de fait aux visiteurs qu'ils rentrent, qu'ils commencent à rentrer dans le parcours scénographique de la Tour Perret. C'est tout un enjeu. La direction de la communication, bien évidemment, puisqu'il est question de transmission, et puis un acteur qui est moins connu des équipes projet,
qui est un archiviste qui permet de nourrir toutes nos réflexions. Cette équipe projet, elle se nourrit en fait de l'extérieur, des compétences extérieures, un comité scientifique pour la restauration, dont bon nombre des intervenants en font partie, qui va challenger en fait maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Et puis un comité d'experts sur les usages qui vont regrouper les professionnels de l'accueil du public, de la gestion de projets touristiques, avec un zoom sur notamment des groupes spécifiques sur la muséographie, avec un conseil scientifique, et puis un groupe spécifique sur l'accueil du public. Vous le voyez, la maîtrise d'ouvrage, elle a un lien particulier avec la DRAC, qui elle-même a de la compétence maîtrise d'ouvrage sur des bâtiments patrimoniaux et qui enrichit en fait la réflexion sur sa vision stratégique. Et enfin, il y a le management de tous les intervenants, les prestataires, les AMO, les deux maîtrises d'œuvre, restauration et scénographie, et les entreprises. Donc tout un ensemble en fait de parties prenantes qu'il faut aligner pour atteindre le cap, qui est la réouverture de la tour selon la vision politique qui a été définie. Les enseignements en fait de ce projet, c'est tout d'abord ce pilotage transversal qui en est la richesse en fait et qui reflète l'importance de ce qui est ce projet et ce qui est attendu. Donc fédérer en interne, tisser des liens en externe. Sur un projet comme ça, tout le monde a un mot à dire en fait. Souvent c'est pertinent, c'est pas forcément pertinent au moment où c'est dit, donc il faut conserver ce qui est dit et arriver à le mettre au bon moment en fait dans le pilotage du projet. Il y a l'expertise collégiale en fait qui est importante. Je citerai 3 exemples en fait qui sont pour moi fondamentaux de l'apport du comité scientifique dans cette restauration. Le premier, c'est le comité scientifique, il est mis en œuvre avant même le recrutement de la maîtrise d'œuvre. Il participe, il relie, il est associé dans une confiance absolue, comme d'ailleurs tous les membres de cette équipe de maîtrise d'ouvrage, au CCTP de recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et il introduit la tranche d'essai en fait dans les marchés. Ça, c'est fondamental. C'est en comité scientifique que sont discutées en fait les techniques qui vont être testées lors de cette tranche d'essai et qu'apparaît finalement une des techniques qui va vous être présentée en fait de réparation des piliers principaux. Donc, c'est dire son importance. Et puis la démarche de chantier pilote en fait qui dont aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui en fait partie. Elle a été proposée par le comité scientifique. Donc très important cette expertise collégiale. Les bonnes procédures, c'est-à-dire pour recruter les bonnes personnes, parce qu'en fait un bon projet, c'est celui qui associe une bonne maîtrise d'ouvrage, de bonnes maîtrises d'œuvre et de bonnes entreprises. Ça passe par des marchés qui vont nous permettre de recruter les bons acteurs. La ville, elle mobilise toute son ingénierie au sein, j'ai oublié de la citer, de la direction de l'immobilier municipal qui conduit l'opération et notamment toute sa machine de guerre autour de sa compétence juridique, administrative et financière pour conduire des marchés. Et c'est la procédure concurrentielle avec négociation qui est retenue. Elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale ? D'abord parce que elle permet la négociation, l'échange. Je vais citer un exemple. Quand on fait visiter la tour aux candidats pour la maîtrise d'œuvre de ce projet, plusieurs candidats nous disent c'est très bien, vous avez une tranche d'essai, mais elle est inclue dans la tranche des travaux. Ça serait beaucoup plus pertinent de la mettre en amont pour qu'on ait des coups des franches pour la mener indépendamment de toute pression de réalisation du chantier. Et c'est ce que l'on fait. Et dans la mise au point du marché, cette tranche d'essai, elle est sortie et elle va devenir une tranche indépendante et je pense que c'est un facteur de réussite du projet. Et on fait la même chose avec les entreprises. Ces entretiens de négociation, ils nous permettent en fait d'améliorer, de permettre aux entreprises en fait d'avoir la meilleure offre technique et financière dont tout le monde est bénéficiaire. Ça me paraît être un enseignement capital de ce projet. Ensuite, un autre enseignement, c'est pouvoir sécuriser les financements. Ça, c'est important. Le go politique, il a été pas mal discuté parce qu'on savait que ce serait un projet important. C'est un des projets les plus importants en termes de financement de la ville. La DRAC, très tôt, a assuré la ville de son cofinancement, le département aussi. Il s'agit de le sécuriser, donc à travers une convention financière qui nous a permis d'avancer sereinement et de traverser les différents déboires qu'a connus ce projet fort de ce cofinancement.
et puis une expérimentation pour c'est un premier projet en fait de cette taille-là sur lequel la ville s'adosse à un mécénat avec la volonté de renouer en fait avec les acteurs économiques, comme c'était le cas en 1925. Une façon aussi de promouvoir le projet. La tour, elle aura, entre la totalité du projet 2019-2026, elle aura coûté en coût d'opération 15,4 millions d'euros, en coût d'atterrissage, avec un cofinancement à hauteur de 9 millions d'euros. Donc c'est un beau cofinancement dont on est plutôt fiers. Et enfin, garder le cap malgré les déboires. Et les déboires, ils sont nombreux. On est passé de 5 à 10 ans. Pourquoi ? En 2019, on se rend compte que la tour, elle penche, qui nous oblige à revoir en fait les marchés, le programme pour intégrer la compétence géotechnique et savoir comment on va s'occuper de la restauration, des fondations, pardon. 2021, les capteurs de mesure du sommet de la tour battent la chamade, ce qui nous oblige à mettre en place un confortement d'urgence en 2021. En 2022, on lance une consultation, 9 mois de travail qu'on déclare sans suite pour des questions de non-adéquation entre le budget qui était consacré à l'opération et ce qui sort des offres, un écart de 70%. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, on revoit notre copie pour relancer une consultation qui ne produise pas les mêmes effets. Et elle ne produit pas les mêmes effets puisqu'on attribue les marchés avec un écart qui est raisonnable, un petit écart quand même par rapport à l'estimation. Mais bon, on peut considérer que compte tenu de la singularité de ce bâtiment, l'estimation est difficile. Et enfin, eh bien, on a les déboires inhérents en fait, à tout chantier de cette importance-là, des imprévisions qui conduisent à quelques retards qui sont modérés, somme toute, puisqu'on n'a que quelques mois de retard. Et je pense que les retards sont aussi liés au fait que, quand bien même, pour des questions de pérennité de la restauration, on n'a pas expérimenté, vous le verrez après, de nouvelles techniques, mais il y a eu un gros travail en fait, d'adaptation de techniques qui existent au monument historique et qui a nécessité beaucoup de réflexion. Dernier point, et non du moindre, on a toujours tendance à considérer que la communication, c'est facile et c'est la cerise sur le gâteau. Eh bien, je pense que c'est l'inverse, en fait, qu'on a réussi à sortir ce projet en fédérant la totalité des acteurs, changer le regard des habitants sur le projet et susciter l'attente de la réouverture de la tour grâce à la communication. La communication, elle a pris différentes formes. D'abord, sur la palissade de mise en retrait du monument par rapport aux passants parce qu'il y avait du béton qui tombait. Une fresque évolutive faite par un artiste qui intervient sur site tous les mois et qui explique le projet aux gens qui passent. L'Office de tourisme qui va organiser des visites de chantier depuis la tranche d'essai, donc depuis 2020, et des chantiers qui sont vus de l'extérieur et qui connaissent un succès jusqu'à les dernières qui ont lieu au mois de mars, qui permettent donc à plusieurs centaines d'habitants de Grenoble de venir visiter. La communication, elle passe aussi à travers une information régulière par les différents médias de la ville de Grenoble. Elle passe aussi à travers ce projet pédagogique que le CAUE a piloté remarquablement en lien avec l'éducation nationale. C'est plus de 80 classes, 2300 élèves qui ont été formés. Elle passe par rapport à des associations patrimoniales qui ont fait des conférences, la ville aussi. Elle passe par rapport au travail de maquettage que vous voyez sur la scène qui est fait par l'Université Inter-Âges du Dauphiné, qui ont été support pédagogiques notamment pour ces enfants et qui sont support de médiation parce qu'elles permettent de comprendre en fait l'architecture et la structure de la tour. Et enfin, je pense qu'elle passe aussi par les publications scientifiques du comité scientifique et de notre journée d'aujourd'hui. Un petit clin d'œil aux sacs que vous avez reçus en arrivant, qui sont en fait des sacs recyclés à partir des bâches de communication qui ont été utilisées pour le projet. Et je m'en arrêterai là. Bon, je pense qu'effectivement, Valérie mérite largement nos applaudissements. Moi, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de belles opérations sans un bon maître d'ouvrage, un bon maître d'œuvre et de bonnes entreprises. Je crois que vous êtes l'incarnation du premier. Voilà, bravo, merci. Bien, j'appelle maintenant Christophe Avenier. Donc, Cédric, rassurez-vous, je fais une bêtise par jour, donc là.
Cédric, vous êtes architecte, vous êtes chercheur associé au LabEx Architecture de Grenoble. Vous avez particulièrement travaillé sur les bétons anciens, on en parlera, et vous poserez bien sûr les enjeux de cette restauration, on en a convenu ensemble, et évoquerez entre autres le rôle que disait Valérie du conseil scientifique qui a été mis en place, et on le rappellera jamais assez, à votre initiative. Alors vous avez un quart Voilà, d'heure. ça fonctionne. Mesdames, Messieurs, donc la tour Perret de Grenoble, qui est monument historique depuis le 4 mai 1998, on l'a vu, est un manifeste d'architecture puissant et reconnu d'ailleurs comme tel dès 1925. Elle a néanmoins subi des réparations ponctuelles sur les piliers dès 1952, puis a été fermée en 1961, puis a été oubliée, disons-le, pour rester dans son état d'origine, mais dégradée, jusqu'à la limite de la rupture. Et le projet de restauration promettait donc d'être complexe pour au moins deux raisons. La première, c'est la valorisation patrimoniale du béton armé, qui est difficile à faire apprécier. Et ça, c'est un point important. Et du coup, je repense à ce que tu viens de dire, Valérie. Et vraiment, les questions de communication sur la tour et sur le chantier sont importantes. Les premières constructions en béton armé ont généré des formes et des volumes inédits, qui sont le produit de rencontres des architectes et des ingénieurs, des surfaces planes, géométriques, orthogonales, monochromes. Le béton armé offre ainsi une matérialité brute et âpre à l'œil qui ne voit la beauté que dans les belles choses, pour reprendre les termes du poète Arthur Cravant. Hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer aussi? Ça, c'est le secret. Bon, je ne sais pas si... Je n'ose pas trop appuyer sur la manette, mais mes images sont assez illustratives. En revanche, du coup, pour cette architecture contemporaine, les richesses archivistiques sont importantes et facilitent notamment la documentation historique des interventions, et les interprétations aussi, et la compréhension du public. Cela permet aussi de faire une analyse et un diagnostic architectural précis et préalable à toute intervention, toute décision d'intervention, et en connaissance de cause. Donc cela facilite aussi les arbitrages. Le second point, c'est que, je peux quand même essayer de réinsister, si ça fonctionne, voilà. C'est que les limites techniques et les frontières déontologiques seraient rapidement atteintes sur ce projet et sur les projets de restauration de béton armé en général. Le béton armé est un matériau composite, issu de produits industriels non stables, qui finissent par s'accuser dans une logique d'altération multifactorielle et exponentielle. Les bétons de la tour, anciens, étaient carbonatés, sulfatés. Ils fissuraient, évidemment, ils éclataient à cause d'armatures oxydées, à cause aussi notamment de l'insuffisance d'enrobage. On le verra largement ces points dans la journée. Et l'insuffisance d'enrobage amplifiait les désordres. Et puis, il y a des paramètres locaux aggravants, comme le vent, évidemment, ou les dilatations thermiques différentielles. Et ce, assez rapidement, puisque je l'ai dit, la tour a eu des réparations dès les années 52, dès 52, c'est-à-dire 27 ans après sa construction, ce qui est évidemment très peu. Et même s'il est rare de voir les édifices en béton armé en ruine complète, le béton armé, en termes de restauration, c'est la vérité nue, qui risque la rupture physique d'un côté et esthétique à chaque intervention. Même si Perret disait, puisque Perret est le maître du béton, mais c'est aussi le maître des aphorismes, l'architecture, c'est ce qui fait de belles ruines. On a failli avoir une belle architecture. Donc le curseur des interventions, finalement, dans cette structure légère et en tension, allait donc se situer entre conservation architecturale et reconstruction partielle à l'identique. Donc la norme, entre guillemets, le référentiel BAEL ou l'Eurocode béton armé, allait percuter la charte. La charte, c'est la charte de Venise, les documents de Madrid, de New Delhi, de Cadiz et le document de Nara. Il fallait donc engager un projet de restauration pilote. En effet, le caractère monolithique de la structure imposait des diagnostics, un protocole d'intervention, avec des choix de procédés de restauration, comme dans toute opération de restauration ou de conservation, mais avec une part de démolition irréversible.
Et comme depuis les premiers chantiers de restauration des monuments historiques en béton des années 80-90, il était temps de faire une sorte de bilan, car les matériaux et les méthodes d'intervention évoluent rapidement dans ce domaine récent de la restauration, et que la tour Perret et ses pathologies nombreuses, complexes, qui n'avaient pas d'usage particulier, mais qui étaient bien documentées, pouvaient permettre de se concentrer sur le béton armé. Les recherches engagées dans les années 2010, d'ailleurs, ont permis de redécouvrir sa valeur patrimoniale et de promouvoir donc un chantier pilote pour introduire une part de recherche scientifique et tirer des connaissances utiles. Donc après des travaux de recherche, des publications, des notes d'intention et le projet pilote, l'étude de Benjamin Mouton en 2012, on peut monter un comité scientifique en 2014. On en retrouve les membres dans la salle et du coup, je les remercie. Évidemment, Joseph Abraham, Benjamin Mouton, Elisabeth Marie-Victoire du LRMH, Régis Vermorel qui est là aussi, la DRAC. Important de travailler avec la DRAC et les ABF au passage. L'idée est donc de créer une approche collaborative avec une équipe interdisciplinaire qui croise ses expériences de chantier, ses connaissances, afin de préparer la ville et la ville au sens large, à l'importance de ce chantier, puis de l'accompagner, évidemment, en restant indépendant. Un comité scientifique reste indépendant. Le projet pilote est donc engagé par la ville de Grenoble en 2016. Une chef de projet est recrutée en 2018 et ce n'est pas le moindre des recrutements importants. Le maître d'œuvre, François Botton, et son équipe sont retenus en 2019. Une tranche d'essai, on l'a dit, indépendante est réalisée en 2020-2021. Les études sont longues et le chantier commence en 2023-2026. Je vais mettre la photo suivante. Celle-ci est pas mal. La tranche d'essai, donc grandeur nature et décorrélée du chantier, est au cœur de la méthodologie du maître d'œuvre. Les pathologies étant difficiles à identifier, cumulatives, évolutives, les essais sont un moment de vérification du rôle de la recherche documentaire, des outils de diagnostic, des questionnements sur les limites techniques, sur l'analyse des matériaux, afin de vérifier les hypothèses d'intervention, toujours au bénéfice, évidemment, de la conservation. Puis il fallait préparer un référentiel pour la consultation des entreprises et l'exécution des ouvrages définitifs. En effet, les connaissances et les savoir-faire sur les bétons armés en particulier sont encore trop récents pour savoir, évidemment, à l'avance ce qui est pertinent ou pas à faire dans un projet de restauration sans l'avoir testé in situ. Les diagnostics et les préconisations, le choix de mode opératoire et les limites d'intervention a priori sont particulièrement proscrits dans la restauration des bétons armés. D'ailleurs, parfois, des solutions contre-intuitives ont pu être proposées, et puis il y a des solutions de restauration qui sont contre-indiquées les unes avec les autres. On le verra dans la journée. Donc les essais de convenance et les tests sont le minimum requis en collaboration avec les entreprises. Les tranches d'essais indépendantes, qui sont encore rares, sont en réalité particulièrement importantes et utiles. Donc ici, puisqu'il s'agit d'un chantier pilote, il s'agit dans le projet de proposer, d'essayer toutes les solutions possibles et parfois même impossibles, des solutions jamais imaginées, sans idée reçue, afin de trouver une combinatoire efficace, car plusieurs techniques allaient évidemment nécessairement être mises en œuvre en même temps ou parallèlement. Et c'est un enjeu de travailler en connaissance de cause, avec les bureaux d'études attentifs, évidemment, des entreprises engagées que je vois aussi là et qui auront la parole cet après-midi. Ça sera vraiment un moment important, d'autant plus que discuter sur le projet, c'est bien, parce qu'on ne peut pas vraiment discuter avec les normes. Non, c'était celle-là qui est pas mal. Les choix ont ensuite été pragmatiques, parce qu'il y a des techniques de restauration hybrides, voire contre-intuitives, je l'ai dit. Par exemple, repousser les aciers dans les piliers ou projeter un béton forain, ce qui est particulier. Des techniques parfois invasives, on parlera de la PCCI, ou non réversibles, évidemment, puisqu'il y a de la reconstruction partielle. Mais en tout cas, ça a toujours été des choix pour des techniques efficaces, pérennes et reproductibles. La forme de la tour Perret, la fatigue de la structure,
et la perte avancée de matière sur les piliers ont imposé donc des interventions lourdes, donc une durabilité de la restauration. La posture éthique a fait primer la pérennité et donc le recours exclusif aux méthodes sûres et à la durabilité, donc aux méthodes sûres, pardon. Cela évacue donc les produits récents dont les preuves de qualité ne sont pas toujours concluantes et cela évacue la durabilité de certains produits ou des techniques de conservation qui sont fragiles ou encore insuffisamment éprouvées. Je parlais par exemple de réalcanisation ou d'inhibiteurs de corrosion. Donc l'arbitrage traditionnel sur les limites d'intervention, quoique déjà délicat dans le monde du patrimoine, qui oscille entre authenticité matérielle et architecturale, est alors remis en cause. Conserver le matériau originel, c'est conserver les pathologies. Restituer l'état initial, c'est passer outre le principe de conservation et conditionne la pérennité de l'œuvre. Modifier son état initial, on pourrait dire corriger les erreurs, c'est trahir l'auteur et trahir l'œuvre, et peut-être même modifier la lecture architecturale. Le curseur se situe donc entre la conservation architecturale et la pérennisation technique de la structure partiellement régénérée. Pourtant, ici notamment, la conservation est réalisée sans compromis de l'identité et avec le maintien des caractéristiques architecturales, notamment la dimension des piliers, qui était une longue discussion mais un enjeu important, et évidemment la conservation de détails constructifs. De plus, la valeur d'usage originel est conservée, ce qui est quand même plutôt rare dans un édifice. Alors peut-être parce que c'est un édifice inutile finalement. Enfin, à Grenoble, nous sommes quand même les conquérants de l'inutile, pour rappeler Lionel Terret. Enfin, la reconstruction des parties perdues, notamment de la face extérieure des piliers, est à l'écart de la critique d'authenticité grâce finalement à l'importance des altérations. Le parement obtenu rétablit donc la lecture originelle au profit de l'authenticité architecturale, selon des choix techniques, cosmétiques, mais toujours argumentés et documentés. Alors pour conclure, en matière de restauration de béton armé, et pour reprendre le titre du colloque de 2017, la masse et l'épiderme sont indissociables. Toute intervention expose la structure et l'architecture. L'intégrité et la lisibilité sont très rapidement des frontières attaquées dans le domaine du béton armé. Donc la technologie est primordiale pour les diagnostics, mais nous allons le voir, l'innovation réside désormais dans la simplicité des produits et dans la précision de leur combinaison efficace. L'architecte doit connaître le béton armé et le chantier et doit savoir s'entourer de laboratoires traditionnels pour trouver les limites d'intervention, car la valeur ajoutée ne se trouve pas dans les matériaux, dont le volume est assez faible en réalité, mais dans la technicité requise par la main de l'artisan et dans les modes opératoires innovants fondés sur des techniques éprouvées. Les matériaux acier et béton ne sont pas stables, s'agressent dans le temps. Les structures sont en tension et fatiguent. Ouais, le béton fatigue aussi, dirait Ricciotti. Les défauts de conception et de réalisation, entre guillemets, des édifices anciens amplifient les désordres. Il s'agit donc d'optimiser les interventions sur les éléments pathogènes en minimisant leur impact, mais sans reconduite des défauts majeurs, comme le faible enrobage du béton, des aciers plutôt, qui génèrent des pathologies lourdes et à court terme. D'autant mieux que les interventions, ou chaque intervention, est destructrice et coûteuse. Ainsi, on voit apparaître des praticiens qui adhèrent à ce principe de réalité de la matière, avec des solutions engagées, parfois à la limite de la norme et surtout à la limite de la charte. Ces solutions prennent des distances avec l'œuvre originale, du moins ses parties non visibles, évidemment, mais pour garantir la pérennité de l'intervention et la durée de vie de l'édifice. L'approche émique, pour utiliser un terme sociologique, on pourrait dire de l'acteur, du praticien, s'oppose à la vision dogmatique, finalement, de la conservation absolue de la matière originelle, j'entends, qui est plutôt une approche éthique. Éthique sans H en sociologie, c'est-à-dire celle de l'observateur ou du théoricien. Pourtant, ces deux doivent collaborer, évidemment. Et ce dilemme du béton armé demande donc des arbitrages nouveaux qui seront hors esprit de système. Petite image.
Je parlais donc de la charte de Grenoble en 2017, en étant un peu caustique ou humoristique. Mais depuis, il y a eu évidemment les documents de Madrid ou de Nara qui ont fait évoluer, non pas la charte de Venise, mais la lecture de la charte de Venise. Mais ce chantier pilote a bien ouvert un champ des possibles dans la restauration des bétons armés et montre que les limites déontologiques de conservation et de restauration vont encore se déplacer. Je vous remercie.